Salut tout le monde et bienvenue dans mon bazar. Je suis Ectelion et aujourd'hui je vous accueille pour vous présenter la boîte de la Beginner's Box Pathfinder 2, ou la boîte de débutant en français si vous préférez, éditée par Paizo en VO et qui va être éditée par Black Book Edition en français. Il y a une campagne de financement il n'y a pas très longtemps et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la boîte est sur le point de sortir d'après ce que j'ai compris. Il y a une news il n'y a pas très longtemps là-dessus. Mais avant de vous présenter la dite boîte, j'aimerais un peu faire une petite introduction sur comment j'en suis arrivé à acquérir cette boîte. Alors je ne suis pas moi-même MJ débutant ou débutant dans le jeu de rôle. J'ai maîtrisé quand même pas mal de jeux avant d'en arriver là, mais je n'avais jamais fait de Donjons et Dragons ou dérivés. Et donc, quand j'ai voulu, à force de regarder les actual plays, merci les actual plays, qui utilisaient les règles de la cinquième édition, qui me paraissaient pas parfaites, mais j'avais quand même un intérêt certain, puis c'est quand même la base. On s'entend que vous vous intéressez au jeu de rôle, c'est la base. Vous allez sur Wish, vous tapez D&D, vous avez 50 000 goodies. C'est ce que j'entends par là, c'est que c'est vraiment la base. Et donc, j'ai commencé à regarder pour acheter Donjons et Dragons. Le triptyque était quand même pas mal cher et j'étais pas sûr d'aimer parce qu'il y a certaines règles dans la cinquième que j'étais pas hyper chaud. Mais j'ai eu une réflexion toute bête. Je me suis dit, bah tiens, on va regarder au niveau des boîtes de débutants. C'est censé proposer tout le matériel pour quelqu'un qui veut se mettre à Donjons et Dragons et découvrir. Donc je vais regarder. C'est comme ça que je m'en suis venu à acheter cette boîte-ci, l'Essential Kit. Mais pour aujourd'hui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la boîte Pathfinder, parce qu'évidemment, il a fallu qu'en même temps, j'aille regarder un peu l'univers D&D et qu'on me fasse découvrir. Merci Julien Dutel d'ailleurs pour la vidéo Un jour un jeu sur Pathfinder 2. C'est comme ça que j'ai découvert Pathfinder deuxième édition. Je savais que ça existait, mais je ne connaissais pas la deuxième édition. Et donc, en regardant la vidéo de Julien, il a présenté le jeu et je me suis dit, ça a l'air quand même vachement mieux en fait que D&D. Celle-là était déjà commandée, elle n'était pas encore arrivée. J'ai regardé en même temps s'il y avait une boîte de débutants Pathfinder et il s'avère que oui. Cette boîte-là, je l'ai payée 47 $ à l'époque. Aujourd'hui, on la trouve plutôt aux alentours de 30. Et celle-ci, je l'avais payée 24 $ à l'époque. Je pense pas qu'il ait vraiment bougé de prix. Mais pour en revenir un peu plus sur Pathfinder, toi, on parlera à toi une prochaine fois si ça les intéresse. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de Donjons et Dragons et de Pathfinder. On est sur une vidéo Pathfinder. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent mais c'est quoi ce bordel? Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me parle de Donjons et Dragons alors qu'il est censé me parler de Pathfinder. Il faut savoir que Paizo, l'éditeur américain qui publie Pathfinder, a été fondé en 2002 afin de publier des scénarios pour Donjons et Dragons, édition 3 et 3 jusqu'à la 3.5, des scénarios, des campagnes, etc. Certaines d'ailleurs ont marqué un peu l'histoire et s'étaient reconnues pour la qualité de leurs scénarios dans Dragon Magazine et Dungeon Magazine. Mais quand Wizards of the Coast sont partis sur la fameuse quatrième édition, Paizo se sont dit non, nous on part pas sur la quatrième édition, ça a l'air bancal votre affaire. Nous on a envie de rester sur la 3.5 et donc on va sortir notre propre jeu. Alors il s'avère qu'ils avaient déjà sorti leur cadre de jeu dans les Dragons Magazine, il me semble. Corrigez-moi dans les commentaires si jamais je dis une erreur, parce que j'étais pas là à l'époque, donc voilà, ce que je vous dis c'est un peu ce que moi j'ai pu voir sur internet, tout simplement. Donc, ils avaient déjà sorti leur cadre de campagne qui s'appelait Golarion dans leurs différents magazines, donc les droits leur appartenaient. Et ils ont repris l'OGL, qui est la version libre de Donjons et Dragons, c'est-à-dire que c'est un corpus de règles, un ensemble de sorts, de créatures, etc., que vous avez le droit de réutiliser absolument gratuitement. Donc, ils ont pris l'OGL de Donjons et Dragons et ils ont incorporé leurs propres règles et ont sorti leur propre jeu qui s'appelait Pathfinder. Et donc la première édition a eu un énorme succès suite un peu au désaveu de la quatrième édition qui a ses adeptes. Moi je connais des gens qui adorent la quatrième édition. Moi je connais pas donc je m'abstiendrai complètement de juger. Mais certaines personnes ont complètement quitté Donjons et Dragons pour ne pas passer à la quatrième édition et sont restées sur la 3.5 et enfin voulaient rester sur la 3.5 et donc sont partis sur Pathfinder. Donc la première édition de Pathfinder a eu un gros succès. Ensuite est arrivée la cinquième édition de D&D et chez Paizo ils se sont dit c'est peut-être le moment de faire une nouvelle édition. Donc ils ont fait leur nouvelle édition et pour accompagner un peu la sortie de cette nouvelle édition, quelques temps plus tard ils ont sorti la boîte de démarrage. Voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu l'historique de Paizo, qu'est-ce que c'est, sa vie, son œuvre, passons au sujet de la vidéo au sens propre. Vous allez avoir dans cette vidéo un petit feuilletage qui va arriver juste après la fin de mon introduction qui commence à beaucoup trop tarder. Vous allez avoir une petite explication des mécaniques de jeu,
avec un petit exemple de partie. Et bah c'est tout, hein. Je vous retrouve juste après le feuilletage pour le système de jeu. Ah, voilà. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce feuilletage de la Beginner's Box de Pathfinder 2 qui est édité en VO par Paizo et qui va être édité en français par Black Book Edition. Le carton est extrêmement solide, c'est de la très très bonne qualité, on n'est pas du tout sur de la boîte de céréales. L'illustration, je la trouve absolument magnifique. Je sais que certains n'aiment pas forcément les illustrations Pathfinder, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Et au dos, nous avons juste un petit résumé. On nous dit pour 2 à 5 joueurs, pour 13 ans et plus, et 1 heure de partie. Je trouve un petit peu trop optimiste. Pour moi, c'est plutôt 4 à 6 heures pour faire le scénario d'introduction. Le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous avez aussi des dés. Alors, normalement, le D20 est rouge, mais moi j'ai perdu le mien, je l'ai remplacé par un noir. Donc, ces dés sont moches, mais il y a une raison pour ça, je vous l'explique plus tard. Nous avons des petites aides de jeu à distribuer à vos joueurs. Nous avons des socles qui vont avec des pions. Voici les pions en question. Vous avez 4 planches à débuncher. Un petit peu de pub, ça fait jamais de mal. Vous avez aussi des feuilles de personnages pré-tirées. Vous en avez 4 personnages pré-tirés et des feuilles vierges. Spéciale boîte de débutant. Une battle map. Le Game Master's Guide qui va contenir l'aventure. Le Heroes Handbook qui va contenir les règles du jeu et les règles de création de personnages. Une petite transition et je vous retrouve pour le feuilletage. Et nous voilà partis pour le Heroes Handbook de la boîte de débutant Pathfinder 2. Jolie illustration. Donc on est sur un ouvrage de 72 pages plus pub, donc grand comme ça, en couverture souple. À l'arrière, une table de référence de règles rapides qui résume un peu le système. Parce que oui, dans la boîte de base, il n'y a pas d'écran de jeu, mais sincèrement, c'est pas tellement handicapant vu le matériel qui est à côté. Voilà, donc ouvrons le livre. Ici, à gauche, vous avez un résumé de la création de personnages. Je vous expliquerai tout ça après. Table des matières. Ici, une petite aventure à faire par le MJ ou par les joueurs sous forme de livre dont vous êtes le héros. Ça explique un petit peu les bases du système de jeu. Voilà. Ça explique vraiment comment le jeu fonctionne. Voilà. Un exemple de jeu sous forme de jeu de rôle. On est là pour ça, ça tombe bien. Donc, le Getting Started, enfin on arrive dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure au sujet des dés? Je vous disais, ces dés sont moches. Oui, mais en fait Paizo ont décidé de mettre un système de couleurs. Voilà, par exemple le D6, ben, il est violet, le D8, il est orange. Et comme ça, quand vous aurez le droit au joueur qui dira, mais c'est quel déjà le D8? Ben là vous aurez juste à le dire, ah mais c'est le D orange. Ben voilà. C'est aussi simple que ça, je trouve que c'est une idée toute simple et qui est pourtant brillante. Les icônes d'action, parce que Pathfinder 2 est un jeu à économie d'action. Vous avez à chaque round de combat, vous avez 3 actions et une réaction. On verra ça dans l'exemple de jeu que vous aurez tout à l'heure. Ici, les règles de base, avec ça, je trouve ça que c'est vraiment du génie. Ça vous résume en fait en une ligne ou deux ce qui a été expliqué dans le chapitre. Au niveau critique de la maquette, j'ai vraiment aucune critique négative à dire là-dessus. C'est tout très clair, très bien expliqué, c'est très bien écrit. On comprend en fait très bien. Vous avez cette petite icône là qui vous dit un peu, qui vous fait des rappels de règles quand c'est utile, etc. Et ici, des explications pour la feuille de personnage. On va y aller à la feuille de personnage. Donc, créez votre héros, tout un programme, avec étape par étape. Et c'est là que je trouve extrêmement important. Sur chaque feuille de personnage, vous avez des petits ronds jaunes comme ça. Et à chaque fois que vous allez faire une étape, on va vous dire, ben voilà, cette information-là, tu dois la mettre dans telle case. Donc par exemple, là, c'est dans les cases D. La speed, c'est dans la case F. Comme ça, hop, vous prenez votre feuille de personnage. Du bon sens, c'est mieux. Vous allez en case F, speed, c'est ici. Voilà, tout simplement. Et c'est très pratique. On vous explique ce que c'est. Au niveau des ancestries, donc dans Pathfinder, je pense que ça va être les ascendances en français. Donc les nains, il n'y a rien de transcendant au niveau des races, hein, mais les nains, les elfes, les humains. Ensuite, les backgrounds, donc qui vous étiez, voilà, ça vous donne des bonus dans certaines choses. Ensuite, les classes, donc le cléric, le prêtre en français, avec ici un petit encadré qui vous explique que c'est exactement que la classe que vous êtes en train de lire. Donc jouez un prêtre si vous voulez, puis là vous avez un résumé de ce que fait un clerc. Pardon, un prêtre, je m'y ferai jamais au prêtre moi. Les sorts.
encore des sorts. Ici, vous avez le fighter, donc le guerrier, avec ce qu'il fait exactement, toujours la même présentation, ses actions par défaut. Voilà, jusqu'au niveau 3, parce que la boîte de débutant va jusqu'au niveau 3. Le voleur, le rogue. Voilà, pareil. Le magicien, le wizard. Les sorts du mage. Évidemment, tous les sorts Pathfinder ne sont pas là, mais il y en a déjà bien assez pour vous amuser et comprendre de quoi on parle. Voilà. L'équipement, donc votre équipement de départ. La monnaie, acheter, transporter des affaires. Voilà. Les armures, comment ça marche une armure. Les boucliers, et comment ça marche. Ici, un récapitulatif des armures, etc. Les modificateurs qui s'appliquent. Les armes, ici, un tableau que je trouve très bien fait, qui vous dit, bah voilà, une arme simple, donc par exemple un club, c'est une sorte de matraque. Le prix, les damages que ça fait, donc là par exemple c'est 1d6 des damages de type B, donc bludgeoning, c'est des dommages contondants. Combien de mains sont utilisées pour cette arme? Une seule. Et là, les traits d'armes, donc par exemple là c'est Chown 10 feet, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer votre bâton, en gros, jusqu'à 10 feet, donc 10 pieds, donc 2 cases. Les statistiques d'équipement, comment ça marche. Les packs par défaut, disons, le pack de l'aventurier, le fameux. Le prix de la vie. Porter les touches finales. Donc toujours on vous dit où rentrer les affaires. Ensuite, les skill checks. Donc vous explique vraiment le système de jeu en soi. Avec les différentes actions. Ce qui est un peu la difficulté. Donc on va repasser sur chaque skill. En expliquant les détails. C'est un peu la difficulté de Pathfinder 2. C'est que chaque skill permet de faire un ensemble de choses. Par exemple, médecine, vous allez avoir treat wounds, à savoir vous soigner. Voilà, mais on verra plus tard, mais dans le livre global, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Nous voilà rendus au système de jeu, donc quand est-ce qu'on jette les dés, comment est-ce qu'on fait pour déterminer si c'est un succès critique, un succès, un échec ou un échec critique. Le repos et la préparation quotidienne. Nous voilà rendus au combat, donc prendre son tour. Qu'est-ce qu'on peut faire dans son tour? La liste des actions possibles à faire. Hop, reviens ici toi. Et ensuite, vous avez les dommages, comment est-ce qu'on les applique, comment est-ce que ça marche, les dégâts. Ici, les modificateurs de mouvement. Pathfinder 2 étant un jeu à battle map, vous avez des règles de déplacement assez précises, sans être ingérable non plus. Voilà, par exemple, les règles de flanking, les règles de cover, donc de couverture. Les aires d'effet, ça je trouve ça très bien d'avoir mis ces petits schémas-là, ça montre vraiment, quand on dit, bah voilà, t'as un cône de 15 pieds, bah voilà la forme du cône en fait. Tout simplement, le joueur il va peut-être visualiser un peu mieux, puis le MJ aussi. La mort, ça peut arriver, attention. Les conditions, donc il y en a quand même moins que dans le core rollbook, mais il y en a quand même quelques-unes. Voilà, monter de niveau, toujours important. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mourant, etc. Et enfin, on finit notre ouvrage avec ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, et bah écoutez, ça c'était, boum, le Heroes and Books, et on se retrouve tout de suite pour le Game Master's Guide. Après le Heroes and Book, voici le Game Master's Guide. Donc on est sur un ouvrage de 88 pages, cette fois toujours couverture souple, avec toujours les mêmes références de règles au dos, c'est identique sur les deux ouvrages, pour vous aider en partie. Petit disclaimer pour les joueurs qui seraient là et qui vont jouer l'aventure, vous devriez partir parce que ça va vous spoiler l'aventure dès l'ouverture. Voilà prévenu. Voilà donc, sur la couverture intérieure, on peut voir le plan du premier étage du donjon, puisque l'aventure sera constituée d'un donjon en 2 étages. Ici, une table des matières. Chaque pièce du donjon est référencée sur la carte. Évidemment, chaque pièce correspond à une pièce sur la battle map. Bienvenue à Otari. Donc une petite introduction qui vous expliquera que Otari est une petite ville bien tranquille, que vos personnages, donc eux, sont tous originaires d'Otari, et ils doivent venir en aide au poissonnier qui a des problèmes de rats dans sa cave. Les rats mangent toutes ses réserves. Toujours des petits conseils dispersés au fur et à mesure du livre dans des petits encadrés verts comme ça avec le petit dé, qui vous explique un peu, vous donne des conseils sur comment récompenser ou ce genre de choses. Voilà, donc la cave de la poissonnerie, où vos joueurs vont affronter des rats.
Les rats auront ouvert un passage vers des galeries oubliées depuis longtemps, mais pas par tout le monde, comme nous allons le voir. La bonne idée de la page, c'est vraiment le combat guide. Paixos n'oublie jamais qu'il s'adresse à des MJ débutants, et donc des MJ qui pourraient stresser lors du premier affrontement. Et donc ils leur mettent ce petite référence, comme ça, au lieu d'aller chercher dans le livre et d'avoir l'air perdu, et ben, vous pouvez voir que tout est là pour que le combat se passe bien. Ensuite, les scènes s'enchaînent, toujours avec les numéros qui correspondent aux pièces sur le plan intérieur et sur la battle map. Évidemment, la battle map n'a pas les numéros. Voilà, donc on combat moult monstres et les dangers deviennent de plus en plus forts. Donc on combat du monstre, on récupère du trésor, jusqu'à arriver au deuxième étage qui correspond à l'envers de la carte. Toujours du monstre, du trésor. C'est pas très original comme aventure, mais ça a le mérite d'être bien fait. Voilà, on récupère des potions, on monte de niveau, toujours un grand moment ça. Pour finir sur un combat contre un petit dragon, bon, c'est un petit dragon, mais c'est un dragon quand même, donc ça se respecte. Et voilà qui conclut notre aventure. Je vous laisserai découvrir la fin par vous-même. Ensuite, nous avons toute une section de conseils au maître du jeu. Donc ça, c'est extrêmement bien parce que ça vous explique comment est-ce que vous allez pouvoir faire tourner les sessions, trouver des joueurs, etc., etc. Gérer l'exploration, les rencontres, les temps de repos, les points d'expérience, la vente et achat d'items. Donc maintenant on arrive à ce que j'appellerais moi la cerise sur le Sunday, c'est que Paizo vous donne un guide sur comment créer vos aventures, créer vos scénarios, etc. Je trouve ça extrêmement intéressant et très sympathique de la part de Paizo d'avoir fait ça, puisque au lieu de faire une boîte qui va mourir avec la fin de l'aventure, c'est-à-dire que il n'y aura pas vraiment de rejouabilité avec ce matériel-là, à moins de trouver des nouveaux joueurs, etc. Mais là, vous allez pouvoir construire vous-même vos propres scénarios qui ne pourront pas dépasser le niveau 3 parce que vous avez le matériel que pour là, mais vous pourriez jouer longtemps sans dépasser le niveau 3. Donc, comment dessiner ces maps, construire des challenges, des rencontres, ça vous donne vraiment toutes les clés pour rester sur Pathfinder ou changer de jeu et avoir toujours les mêmes conseils qui s'appliquent. Voilà, le roleplay, construire une histoire, les récompenses, et les différents types de terrains. Là encore, c'est très bien vu puisque dans tout le scénario, nous ne sommes que dans un environnement de type caverne, cave. Et là, on vous présente tout un tas d'environnements avec les dangers de ces environnements-là, etc. Et je trouve ça très bon. Se couvrir la tête avec son bouclier, ça a l'air d'être une super idée. Les climats, les pièges avec le fameux lance-lance, Spear Launcher. La non moins fameuse épée qui fume, les objets magiques, ici. Encore des objets magiques, des baguettes. Et on continue sur un petit bestiaire. Donc chaque créature du bestiaire a son pion dans la boîte. Ils sont tout expliqués, tout illustrés. C'est vraiment très bien fait. Très clair, petit dragon. Toutes créatures qui sont présentées là ne sont pas forcément dans l'aventure de la boîte. C'est juste vraiment pour vous aider à construire vos aventures en ayant déjà des bestioles préfaites. Lui, il me fait beaucoup rire. Je sais pas si vous voyez, mais le dessinateur a pris la peine de lui dessiner une petite langue sur le côté. Je trouve ça extraordinaire. Il perd toute crédibilité de méchant. Voilà. Les kobolds, encore du kobold, des mimiques. Toujours des mimiques. Les orques. Les oursibous. Toujours bien les oursibous. D'ailleurs, avis au nouveau, récupérez toujours les griffes d'oursibou, c'est très bien. Les ombres, parce que dans ce jeu, même les ombres essayent de vous bouffer. Les serpents et les squelettes. Qu'est-ce qu'on ferait sans des squelettes? Les araignées géantes, un grand classique. D'autres créatures toutes plus dégueulasses les unes que les autres. Les loups. Et enfin, on termine par Otari. Otari, donc, c'est la ville dans laquelle vos joueurs seront plongés. Et c'est un cadre de jeu, tout simplement. Un cadre de jeu où on va vous expliquer Otari, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on y trouve, les gens qui se trouvent là, avec une carte de la ville. Carte que j'aurais bien aimé avoir en grand format pour la montrer aux joueurs, sans les annotations pour le MJ, parce que je trouve ça un peu dommage de l'avoir que comme ça. Donc, la carte, les PNJ importants des lieux, ce qu'on y trouve, les endroits un peu dangereux du coin, des petites idées de scénario, que je trouve extrêmement bien aussi d'avoir mis ça. L'index, et on finit par des tables qui sont sur la dernière page de couverture, pour vous aider
encore une fois en jeu. Voilà qui conclut notre Game Master's Guide et je vous retrouve dans quelques instants pour les feuilles de personnages. La boîte de base vient avec 4 personnages prétirés. Vous avez Kira la prêtresse, donc la clérique, Ezren le magicien, Mesriel la voleuse et Valeros le facteur, mais bien sûr le fighter, le guerrier. Chaque pré-tiré vient avec un petit encadré comme ça dessus, que je trouve très très intéressant. En fait, quelqu'un qui connaît absolument pas les univers de fantasy ou à quoi va ressembler le gameplay de telle ou telle classe, bah voilà, on va lui dire, bah voilà, jouez un guerrier si vous voulez, voilà, vous combattre en première ligne, utiliser les meilleures armes et armures, réagir rapidement aux actions ennemies. Et au dos de chacun de ces petits feuillets, vous avez un about, le nom du personnage. On vous explique comment est-ce qu'il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait à Otari, etc. Quelle était sa vie avant, qui peut donner des idées de roleplay aux joueurs. Là-dessus, hop, comme ça, vous ouvrez ça. Et là, vous avez en fait sa feuille de personnage expliquée de A à Z. Donc, à droite, un rappel de chaque case, qu'est-ce que c'est. Et sur la droite de la droite, vous avez aussi ses différentes actions et réactions possibles, son équipement. Et à gauche, donc, vous avez le rappel des dés. Alors, j'ai pas le D20, là, je sais pas trop où je l'ai mis, mais je l'ai pas là, ici. Voilà, donc vous avez les différents dés. Regardez, même moi j'y arrive, c'est tout simple. Voilà. Comme ça, vous pouvez dire à votre joueur, bah, jette-moi le dé violet, puis c'est tout. Un résumé de ce que c'est que les actions, les différents types de proficiency, on verra ça dans l'exemple de jeu. Ici, vous avez les skills et les armes. Alors, je sais que ça peut être un peu impressionnante cette feuille de personnage au premier abord. La feuille de personnage de base de Pathfinder 2, sans parler de celle-ci, fait rôter du sang. C'est bien, mais cette feuille-là, en fait, techniquement, hop, je vais prendre la pub, elle va servir, ça va être bien. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'en partie, vous allez surtout utiliser la colonne de gauche. En utilisant la colonne de gauche, par exemple, là vous avez un plus 5, eh bien vous allez avoir, comment est-ce qu'on arrive à plus 5? Donc on a fait dextérité 2, plus proficiency 3, parce que je suis trained, tout simplement. Voilà, on verra ça en exemple de jeu. Donc vous expliquez ça à vos joueurs. Ici pareil pour les armes. Donc celle-là par exemple, c'est une long sword, j'ai un plus 9 parce que 4 plus 5, parce que je suis expert. Et je fais des dégâts de type slashing, j'ai la petite case qui est cochée. Et dommage 1d8 plus 4 parce que c'est le dé plus la force. En plus de ça, vous allez distribuer à vos joueurs ceci, petite aide de jeu qui résume, qui va pouvoir se passer en combat. Sur les plaques à débuncher, vous avez des petits jetons comme ça. Hop, je vais en prendre un. Voilà. Chaque joueur va pouvoir mettre son jeton, ou ses jetons, sur ses cases et à chaque fois qu'il va utiliser une action, donc par exemple, Valeros, il a fait un Raise the Chill, et ben hop, il va retirer une de ses actions. Tout simplement. Vous avez donc ça, vous avez le comment est-ce qu'on fait des succès critiques, des succès, bref, vous avez des rappels de règles, les différentes actions possibles et les conditions. Et ça, c'est extrêmement pratique. Il y a des rappels vraiment si la personne ne se souvient plus, ou par exemple si une de ces actions entraîne une condition adverse, bah, avant de la lancer, pendant que les autres jouent, lui va pouvoir aller lire. Voilà. Voilà pour la feuille de personnage et cette petite aide. Je vous retrouve tout de suite pour la battle map. La battle map de la boîte de débutant Pathfinder 2, donc elle se présente sous la forme d'une battle map recto verso. Elle est non inscriptible, donc on ne peut pas faire de dessin dessus ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est une battle map, tout ce qu'il y a de bien. Je ne peux pas vous la déplier parce que tout simplement elle rentre pas dans le champ. Mais sachez qu'elle est quadrillée, donc vous n'aurez pas de mal à vous repérer. Bien, bon voilà, après ce long feuilletage que j'espère qu'il vous aura plu. J'ai essayé de faire le plus complet possible sans non plus passer une demi-heure par chose de la boîte. Mais bon, petite parenthèse, ça va être un peu le format des vidéos sur la chaîne. J'aime faire des vidéos longues pour pouvoir vous montrer absolument tout et qu'à la fin de la vidéo, vous puissiez vous faire une tête sur le jeu et dire ok, c'est ça le jeu finalement. Fermons la parenthèse. Donc, Pathfinder 2, le système de jeu. Donc c'est le système des 20 que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà via d'autres jeux, mais nous allons essayer d'expliquer à des gens qui n'auraient jamais entendu parler du système des 20. Il faut savoir que c'est un des systèmes les plus courants qu'on retrouve dans le milieu du jeu de rôle. Comment ça marche? Sur votre fiche de personnage, que vous ne voyez absolument pas, mais c'est pas l'enjeu. Vous avez des modificateurs à chaque compétence. Par exemple, si on me demande de faire un jet d'acrobatics, acrobatique en français, je suppose. J'ai vraiment que la version VO, je suis désolé, mais en tout cas, voilà, là c'est acrobatics. J'ai mon D20 en main. Je vais donc lancer mon D20 et appliquer mon modificateur à mon dé.
Donc par exemple, si mon dé roule un 10, que j'applique mon modificateur d'acrobatics de plus 5, j'aurai un résultat final de 15. Résultat qui sera comparé à une difficulté fixée par le maître du jeu. Par exemple, le maître du jeu me demande de sauter par-dessus une barricade et j'ai fait un 15 sur une difficulté de 10, j'ai donc sauté au-dessus de la barricade. Si à l'inverse la difficulté aurait été de 20, j'aurais échoué mon résultat puisque j'aurais roulé en dessous de la difficulté qui a été fixée. Ça c'est vraiment la base de chez base du système des 20. Les puristes vont me dire oui mais t'as oublié de parler de ça, etc. Bref, là c'est pas le sujet. Vous allez avoir un petit exemple de jeu que je vous ai tourné juste avant qui devrait peut-être vous donner une idée de ce qui se passe en partie. Notre ami Valeros a été envoyé en mission afin de faire cesser des actes de pillage ayant récemment touché le village, le grenier à grains se faisant régulièrement piller, les poulaillers se faisant vider. Durant son enquête, Valeros a déterminé que les actes de pillage étaient perpétrés par une petite bande de créatures qui avaient leurs habitudes dans une grotte non loin. Il décide donc de s'y rendre pour négocier avec elles. Alors qu'il arrive près des grottes, il se fait vite cueillir par les dites créatures ressemblant à des hommes-chiens qui le regardent d'un air soupçonneux mais acceptent de le conduire à leur chef. Il commence donc à négocier avec le chef des créatures. Le MJ lui demande donc un petit jet en diplomatie. 7, auquel il va rajouter son modificateur de 3 pour un total de 10. La créature ne se laisse pas impressionner et commence à faire signe à ses gardes d'approcher. La voie diplomatique ayant été un échec, le MJ décide que les créatures vont attaquer Valeros et demande donc à jeter l'initiative. Il le jette lui-même pour les créatures, 19, plus 6 de modificateur de perception, ce qui donne un résultat de 25. Valeros va lui aussi jeter son dé, 20, pour un résultat de plus 5, 25. Valeros étant le joueur, il va donc commencer. Valeros n'ayant en main aucune arme, il va donc s'équiper de son épée, de sa longsword. Il va aussi équiper son bouclier grâce à son action Raise a Shield, qui se trouve au dos de la feuille. Ici, Raise a Shield. Ce qui va donc augmenter son AC de 2. Donc ça va monter à 20. Et il aura désormais accès à la parade au bouclier, le shield block, grâce à sa réaction. Et pour finir, Valeros s'approche d'une des créatures. Ce qui lui consomme sa dernière action, c'est donc la fin de son tour. Il lui reste une réaction pour le round en cours. La créature au contact de Valeros va essayer de le toucher. 12, modifié par son épée courte qui lui donne un modificateur de plus 6, ce qui fait un total de 18, ce qui n'est pas suffisant pour toucher Valeros. La créature va donc essayer une nouvelle fois de l'attaquer, parce que la créature aussi, je vais remettre ça comme ça, ce sera peut-être plus clair. La créature ayant aussi 3 actions dans son tour, elle en a déjà utilisé une pour essayer de l'attaquer. Elle va utiliser sa deuxième action pour encore une fois essayer de l'attaquer, mais elle a un modificateur de multi-attaque de moins 5. Donc elle va faire 14, plus 6, 20, moins 5, 15. Ce n'est toujours pas suffisant pour attaquer Valeros. Elle décide donc de partir, de se désengager, et le joueur jouant Valeros utilise son Attack of Opportunity. Donc la créature, hop, c'est fini. Elle se désengage et le joueur jouant Valeros, ayant encore une réaction de possible, peut déclencher son attaque d'opportunité. Et c'est ce qu'il va faire. Donc la créature se désengage, Valeros essaye de toucher la cible. 11, plus 9, 20, ce qui est suffisant pour toucher la créature. Et donc il va infliger ses dégâts, donc qui sont de 1d8 plus 4. 7 plus 4, 11, la créature gît sur le sol. Voilà qui met fin à notre petit exemple de jeu. Je ne vais pas faire tout le combat, parce que sinon ce serait trop long pour tout vous expliquer. Mais j'espère que ça a été quand même clair dans les explications. Bien, vous êtes de retour après ce petit exemple de combat, donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous le tourner, j'espère que c'était assez clair, que tout le monde a bien compris. Finalement, le système de jeu, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, moi, c'est un système que je trouve très complet, voire complexe, mais pas forcément plus compliqué qu'un Donjon & Dragon 5ème édition, par exemple, pour ceux qui connaissent. Pour les débutants, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu à battle map, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de figurine sur une carte virtuelle ou autre, ça peut vite devenir un peu compliqué de gérer le tout, parce qu'il y a beaucoup d'effets qui jouent sur les placements, des choses comme ça, mais c'est pas un système de jeu qui est très très compliqué à prendre en main.
Ne vous faites jamais avoir par contre par l'argument c'est un système de jeu simple, tu jettes un D20, tu ajoutes un modificateur. C'est vrai, mais c'est faux. Les trois quarts du jeu marchent comme ça, mais attention, les modificateurs et les difficultés rencontrées peuvent varier en fonction des effets appliqués à la cible ou de certaines de vos capacités. Pour résumer, c'est un système de jeu qui peut être complet, complexe. Si vous n'aimez pas les règles un peu poussées, ça va pas être le jeu pour vous. Mais si vous aimez les règles avancées qui gèrent vraiment tout un tas de choses, je pense que c'est un jeu parfait pour vous. Finalement, en conclusion de cette vidéo déjà beaucoup trop longue, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette Beginner's Box Pathfinder 2? Eh ben, moi je vous dirais que c'est un excellent achat pour quiconque veut démarrer le jeu de rôle ou se mettre à Pathfinder ou découvrir simplement un système à la D&D. J'entends par là que le matériel qui vous est fourni est d'extrêmement bonne qualité, le contenu est clair et bien présenté. En plus, il va y avoir une VF, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je ne sais pas si la VF va avoir la même qualité que la VO, mais connaissant Black Book, il n'y a vraiment pas de raison que ça soit différent. Voilà, moi il me reste plus qu'à remercier Julien Dutel pour sa vidéo Un jour un jeu sur Pathfinder 2 qui m'a fait découvrir simplement la gamme, qui m'a donné envie d'acheter cette boîte. Et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas que vous ne pourrez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!